Voilà, c'est parti. Alors, on va passer en revue le questionnaire justement Google que je vous avais demandé de faire. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont participé, c'est bien. Si on passe en revue les différentes questions, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas ou des remarques à me faire. Vous activez votre micro et vous m'arrêtez. Parce que si vous passez par le chat, il y a de grandes chances que je ne le vois pas parce qu'il est dans un coin bien caché. Donc, il faut que j'ai les yeux rivés dessus pour me rendre compte que quelqu'un m'appelle. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter avec le micro. Alors, première question. On a un schéma dans lequel on a une diode classique qui est branchée selon ce circuit. Et on vous demande la tension V1 aux bornes de la diode. Alors, la question, c'est de savoir si la diode est bloquée ou passante. Donc, l'hypothèse qu'on prend, c'est qu'elle est bloquée au départ. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de courant, ID vaut 0. Si ID vaut 0, la tension V1 qui vaut R1 fois ID vaut 0. Et du coup, on se retrouve avec une tension VAK qui vaut plus U dans la maille que je décris ici. Donc, si VAK vaut plus U, VAK vaut 3 volts. 3 volts, c'est supérieur à 0,7 volts, ce qui veut dire que la diode va se mettre à conduire. Et donc, si la diode se met à conduire, on va avoir une tension VAK qui vaut 0,7 volts. La question c'est que vaut V1 ? Eh bien, VAK vaut 0,7 volts puisque la diode conduit. Si on fait une loi d'Email, on a V1 plus VAK égale à U. Donc, V1 égale à U moins VAK, c'est-à-dire 3 moins 0,7 volts, donc 2,3 volts. Question suivante. Alors, question numéro 2. On vous demande la tension V1. Ici, c'est la même chose. Il faut trouver si la diode D1 est conductrice ou pas. Hypothèse, elle est bloquée. Si elle est bloquée, le courant ID vaut 0. Donc, R1 fois ID vaut 0. Et on se retrouve avec une tension VAK. Alors, la tension VAK est fléchée à l'opposé de ID. Ce qui fait que VAK est égal à U. VAK vaut U, c'est-à-dire moins 5 volts. VAK est négative, ce qui veut dire qu'on se trouve ici. Et ici, c'est la caractéristique de blocage de la diode. Donc, la diode est bloquée. Si la diode est bloquée, ça confirme le fait que le courant ID vaut 0. Et si ID vaut 0, V1 vaut R1 fois ID, c'est-à-dire 0 volts. Ensuite, question 3. On a affaire ici à une diode Zener. On voit le petit ergot. Enfin, ce n'est pas une barre, c'est une barre avec un tilde, ce qui permet de différencier de la diode Zener de la diode classique. Donc, ici, c'est pareil. Il faut avoir. On suppose que la diode est bloquée et on va regarder que vaut sa tension VAK. Et après, on pourra statuer. VAK, donc si la diode est bloquée, le courant ID vaut 0. Si le courant ID vaut 0, R1 fois ID vaut 0. Et la tension VAK est donc égal à moins U. U valant 7 volts, VAK vaut moins 7 volts. Donc, si VAK vaut moins 7 volts, je suis à gauche du coude Zener ici, c'est-à-dire que je suis quelque part ici. Donc, si je prends un point ici de fonctionnement à moins 7 volts, ça veut dire que le courant va passer en négatif dans la diode. La diode est donc en effet Zener. Si la diode se met en effet Zener, la tension à ces bornes va se maintenir à cette fameuse tension Zener, une fois qu'elle va se mettre dans le mode Zener. Donc, VAK vaut VZ, c'est-à-dire moins 5 volts. Monsieur? Si je veux la tension V1, la tension V1, c'est l'opposé de VAK, c'est-à-dire que V1 vaut 5 volts. Monsieur? Question numéro 4. Monsieur, il y a Oui. quelqu'un qui essaie de poser une question. Oui. Vas-y, je t'écoute. Vous m'entendez? Ouais, il y avait une question? Oui. Ouais, ça se trouve, on m'entend mal? Oui, on t'entend mal, t'as ton son qui est très bas. Ouais, il faudrait s'approcher du micro pour parler le plus possible. Là, c'est mieux? Je devine, on va essayer comme ça.
Je vais répéter la question hein, pour voir si effectivement c'est ça. Vas-y. Non, mais en fait, je voulais juste parce que si, comme on détermine que la tension c'est moins 7 volts, moi j'aurais pu me dire que la diode était détruite finalement. Parce que le courant varie trop brusquement en fonction de la tension. Ouais, alors. Donc, c'est Benjamin qui a dit si c'était moins 7 volts, la diode serait détruite. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on considère que la diode est bloquée. Si la diode est bloquée, le VAK va monter à moins 7 volts. Alors, ici, je n'ai pas précisé la tension de destruction de la diode, mais si la tension zener vaut moins 5 volts, ça veut dire que la tension de destruction est beaucoup plus importante. Et donc, elle ne sera pas détruite du fait de la tension VZ qui est relativement faible, de la tension VAK qui vaut moins 7 qui est relativement faible. Ensuite, le deuxième point, c'est que si la diode voit une tension de moins 7 volts à ses bornes, elle va se mettre en mode zener. Et à partir du moment où elle se met en mode zener, eh bien, elle va prendre une tension qui sera peu différente de VZ, c'est-à-dire moins 5 volts. Alors, pour avoir exactement la vraie valeur de VZ, il faudrait voir quel courant va circuler dans la diode. On est d'accord que si la diode se met en mode zener, elle est conductrice dans l'autre sens. Donc, on va avoir un courant qui va passer dans la diode, qui va être quelque part ici, sur cette caractéristique. Alors, pour savoir sur quel point on serait sur cette caractéristique, il faudrait connaître la valeur de R1 et pouvoir faire le courant de I1, qui vaudrait à ce moment-là, on aurait VAK plus U moins R1ID qui vaut 0, c'est-à-dire R1ID qui vaudrait VAK plus U, c'est-à-dire donc 7 moins 5, c'est-à-dire 2 volts. Le courant ID fléché, alors ce serait négatif, pardon, parce que du coup, le courant c'est négatif, donc ce serait moins 2 divisé par la résistance R1. Donc si on avait la valeur de R1, on pourrait savoir où on se situe ici. Mais ce qui se passe, c'est que la caractéristique étant assez verticale, on serait peu différent de moins 5 volts. Donc la particularité, c'est que je prends comme hypothèse au départ que la diode est bloquée, mais dès que je sais dans quel mode elle va se mettre, je vais pouvoir en déduire la tension à ces bornes, une fois qu'elle se sera mise dans le mode que j'aurai déterminé. Du coup, c'est plus clair? Oui, non? Il a répondu oui. Bon, s'il y a encore des questions, je peux en discuter à la fin du cours, si vous voulez. D'accord? Alors, on va passer à la question 4. La 4, donc toujours une diode zener. Hypothèse DZ est bloquée, donc le courant ID vaut 0. Si le courant ID vaut 0, on a donc R1 ID qui vaut 0, et du coup on a VAK plus U est égal à 0, donc VAK est égal à moins U. VAK est égal à donc moins 4 volts, puisque U est égal à 4. Si VAK égale moins 4 volts, je vais être à droite de moins 5 et à gauche de 0 volts, donc je vais être ici. Ce qui veut dire que la diode, elle est dans une caractéristique où elle est bloquée. Si elle est bloquée, ça veut donc dire que le courant ID vaut 0. On retombe bien sur l'hypothèse de départ. Si le courant ID vaut 0, ça veut dire que la tension de V1 est égale à U, parce que R1 ID vaut 0. Donc V1 égale à... attendez voir, j'ai dit quoi moi oui, pardon, V1 vaut U, et V1 vaut 4 volts. Voilà. Question 5. Toujours une diode zener. Hypothèse, DZ est bloqué. ID vaut 0, R1 ID vaut 0. On se retrouve avec V1 est égal à... pardon, VAK plus U est égal à 0. Donc VAK est égal à moins U. Ce qui veut dire que VAK est égal à 3 volts. Si VAK vaut 3 volts, on est dans la caractéristique ici où la diode est passante. Ce qui veut dire qu'elle va se mettre à l'état conductrice, et dès qu'elle se sera mise à l'état conductrice, on va avoir la tension VAK qui sera
quasiment égal à 0,7 volts. Donc V1 vaudra moins VAK, c'est-à-dire moins 0,7 volts. En fait, l'hypothèse que je fais à chaque fois au départ, c'est pour voir si cette hypothèse est validée, le fait qu'elle soit bloquée. Et si ce n'est pas validé, ben je tomberai forcément sur une des trois zones ici qui me dira dans quel mode est la tour. Ensuite, question 6. Là, on attaquait les amplificateurs. Alors, dans l'amplificateur de tension ci-dessous, pour avoir V qui soit quasiment égal à EG, bien, on est en présence d'un diviseur de tension, c'est-à-dire V vaut RE divisé par RE plus RG fois EG. Il faut donc que RE soit très grand par rapport à RG pour que le pont diviseur de tension tende vers 1, donc pour que V tende vers EG. Ensuite, dans l'amplificateur de tension ci-dessous, pour avoir la tension U en sortie, qui est quasiment égale à AV0 fois V, bien c'est pareil, on a un pont diviseur de tension. On a donc U qui vaut RU divisé par RU plus RS fois AV0 fois V. Et donc ici, pour que ce rapport de tension tende vers 1, eh bien, il faut que RS soit très petit par rapport à RU. Question 8. Pour avoir un bon ampli de tension, eh bien, il faut une résistance d'entrée très grande, ce qu'on a vu auparavant, et également une résistance de sortie faible, de façon à avoir le moins de chute de tension possible entre l'entrée et la sortie. Alors, tout ça, on l'avait vu en cours. Vous l'avez sur les slides. Question 9. Lorsque plusieurs amplificateurs de tension sont en cascade, la fonction transfert globale revient à être égale à la multiplication des différentes fonctions de transfert. Ça vient du fait justement que on a des résistances d'entrée élevées, des résistances de sortie faibles pour chacun des étages. Et dernière question. Dans l'entrée du montage suivant, la fonction de transfert AV1 qui vaut V sur V1, donc V ici aux bornes de RE, divisé par V1, est du type, alors à ce moment-là, eh bien, on va avoir un pont diviseur de tension dans lequel on sera en présence d'un filtre passe-haut. Alors pour ça, il faudrait mettre ça sous la forme. Je vais noter. Voilà, il faudrait mettre ça sous la forme V qui vaut ZRE divisé par ZRE plus ZCL1 multiplié par V1. Et ça ferait apparaître une fonction de transfert du type J oméga sur oméga C1 sur 1 plus J oméga tout court, pardon, divisé par oméga C. Donc, ce serait une structure de type passe-haut. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ceci? On n'a pas de dépendance en AV0 du coup? Alors, on n'a pas de dépendance en AV0 parce que pour avoir une dépendance en AV0, il faudrait faire U en fonction de AV0 fois V. Là, on se place uniquement sur l'entrée de l'ampli. Donc, le gain en tension n'a pas encore eu lieu. Il faudra se placer sur la sortie pour voir apparaître justement l'influence de AV0 qui serait alors à ce moment-là soit non dépendant de la fréquence, soit dépendant de la fréquence pour voir le résultat sur la fonction de transfert.
Est-ce que la Bien. correction sera disponible sur le Moodle? Alors, la question que je me pose, c'est bah, vous avez les réponses en fait en ce qui concerne les amplis, hein, vous avez les réponses dans le cours. Après, pour les réponses concernant les diodes Zener, je peux vous faire une petite correction rapide et puis vous la scanner et vous la mettre sur le Moodle. Ouais, c'est possible. Ouais, je fais ça pour la semaine prochaine alors. Très bien. Alors, on va rebasculer sur le cours. Si je reviens à la diapo précédente, hein, on avait étudié les comparateurs un seuil, c'est-à-dire que l'amplificateur opérationnel n'a pas de réaction de la sortie sur l'entrée plus ou sur l'entrée moins. Ce qu'on appelle une réaction, hein, c'est un retour. C'est un retour de câblage de la sortie vers une des deux entrées. Et donc, on avait montré que dans ce montage comparateur, eh bien, on avait ce type de caractéristiques de transfert, à savoir si la tension d'entrée VE dépasse cette fameuse tension URF, la tension de sortie bascule à moins VSAT. Si la tension VE est inférieure à UF, la tension de sortie bascule à plus VSAT. Ou le nom, montage comparateur, un seuil. Et on dit qu'il est inverseur, puisque lorsque VE augmente, la tension de sortie, elle, va aller en une progression inverse, c'est-à-dire qu'elle va diminuer, elle va basculer à moins VSAT. L'allure temporelle sur ce type de signal fait que quand le VE de T dépasse ce fameux VRF, le VS va être à moins VSAT. On le voit ici, hein, lorsque VE est supérieur à URF, on bascule à moins VSAT pour VS. Et puis, lorsque VE est inférieur à VRF, VS bascule à plus VSAT. Alors, l'inconvénient de ce genre de montage, c'est que ça fait beaucoup de commutations parasites. On le voit ici. Donc, pour mesurer la période du signal VE, si on se base sur le temps qui sépare deux fronts montants de VS, on ne mesure jamais la même valeur, ce qui fait que la mesure est fausse. Alors, pour éviter justement ce genre de problème, on bascule sur ce qu'on appelle un montage comparateur de seuil. Donc, c'est ce qu'on appelle une réaction positive. On voit ici qu'on relie la sortie sur l'entrée plus par le biais d'une résistance. Donc, comme on revient sur l'entrée plus, on est donc en réaction, ce qu'on appelle positive. Pour l'étude théorique, on fait exactement la même chose qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il faut déterminer la tension epsilon, et à partir de là, on va pouvoir trouver les seuils. Donc, pour calculer la tension epsilon, il faut le V+, et le V-. Le V-, c'est VE. Le V+, c'est la tension entre l'entrée plus et la masse. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Millman. V+, c'est donc URF divisé par R1 plus VS divisé par R2. Et le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si je mets ça un petit peu en forme, je réduis au même dénominateur, ça va me faire URF fois R2 plus VS-R1 divisé par la somme des résistances. J'ai mon V-, j'ai mon V+. Oui. Il y a un générateur à la sortie? Alors, le générateur, il est interne à la OP, si vous voulez. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le AV0 fois V qu'on avait. Puisque la OP, on l'avait. Je l'ai. Voilà. Ça, c'est la OP avec l'entrée plus et l'entrée moins. Le AV0, en fait, le AD, il est là, quoi. Donc, le générateur, il est là en interne. Mais on ne le voit pas quand on a la symbolique de la OP. Ok, merci. C'est ce qui permet de générer justement une tension de sortie. Voilà, donc je reviens au montage. Alors, epsilon, du coup, je peux calculer epsilon, c'est V plus moins V moins. J'ai cette expression ici. Ensuite, je statue. Je dis que si epsilon est positif, Vs vaut plus Vsat. J'ai donc cette expression qui est positive, ce qui me fait que VE est inférieur à cette expression ici. Donc là, j'ai tous les éléments. J'ai Vsat que je connais, R1, R2, je connais, imaginons, hein, on a la valeur. On a le EF, donc on est en capacité de calculer cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle une tension de basculement.
pour l'instant, je vais l'appeler VT+. Alors, VT comme VS threshold en anglais, signifiant seuil, ou VO, VH. On verra tout à l'heure qu'il y a deux tensions de basculement qui vont apparaître. Ça, c'est la première. Ce sera la plus élevée. Si maintenant, je vais à l'autre cas, si epsilon est négatif, ben, j'ai VS qui vaut moins Vsat. Donc, je reprends l'expression qu'on avait trouvée de epsilon ici. Je dis que cette expression est négative. Du coup, ça me donne que VE est supérieur à cette valeur. Alors, je n'oublie pas que l'expression que j'avais ici pour le epsilon, maintenant, je suis dans le cas où le VS vaut moins Vsat. Donc, je remplace VS par moins Vsat dans l'expression. Alors que tout à l'heure, quand j'avais dit VS valait plus Vsat, j'avais remplacé le VS par plus Vsat. Donc là, on a un signe moins qui apparaît, parce qu'on considère que VS vaut moins Vsat, ce qui nous permet d'avoir un VE supérieur à une autre tension de référence, que je peux également calculer, qui n'est pas l'opposé de celle-ci. De ce fait-là, cette deuxième tension de basculement, je vais l'appeler VT- parce que c'est la plus petite des deux tensions de basculement, ou VB. Une fois que j'ai ces deux valeurs numériques, je vais pouvoir tracer ma caractéristique de transfert. Donc, pour tracer VS en fonction de VE, eh bien, je vais considérer mes deux tensions de basculement, VT+ et VT-. Alors, je n'ai pas calculé la valeur ici, mais on pourrait, on verrait que VT+ est positif et que VT- est également positif. Ensuite, ce que je sais, c'est que si VE est supérieur à VT-, j'avais vu que VS valait moins Vsat. Donc, si VE est supérieur à VT-, c'est-à-dire que si je pars de VT- et que j'augmente VE, je serai en moins Vsat. Si VE est inférieur à VT+, donc si VE est inférieur à VT+, j'aurai plus Vsat ici. Si je trace cette caractéristique, on obtient donc ceci. Alors, on a une horizontale en bas que j'ai tracée à partir de VT- qui reste à moins Vsat, une horizontale qui part de VT+ et qui reste à plus Vsat. Et après, je trace deux verticales qui passent chacune par la tension de basculement associée. Ensuite, ce comparateur, cette caractéristique de transfert, elle a un sens de parcours. C'est-à-dire que si mon VE va augmenter, eh bien mon point de fonctionnement va se déplacer. Là, j'ai qu'une seule possibilité parce que j'ai une seule caractéristique et après, la caractéristique se dédouble. Et donc, le point de parcours va suivre cette caractéristique ici pour arriver ici à VE maximal. Lorsque je vais diminuer mon VE, je vais prendre l'autre trajet. C'est ce qu'on appelle un hystérésis. Le chemin aller n'est pas le même que le chemin de retour. Alors, pour savoir dans quel sens on va décrire ce parcours, eh bien, on va prendre un point de fonctionnement. Donc, le point de fonctionnement, je ne vais surtout pas le prendre entre VT+ et VT-, parce que je ne sais pas dans quel cas je vais me placer a priori. J'ai deux points de fonctionnement possibles. Ce que je vais faire, je vais me placer dans un point de fonctionnement où j'ai un seul cas possible. Par exemple, si je me place ici, VE qui est ici, j'aurai forcément un VS qui vaudra plus Vsat. Ensuite, ce VE, je vais l'augmenter. Donc, si je suis ici et que j'ai VS qui vaut plus Vsat, je suis donc dans le cas que j'ai. Je suis donc dans ce cas ici, VS égale plus Vsat, ça veut dire que VE est inférieur à VT+. Donc, si mon VE est ici et j'augmente mon VE, eh bien, tant que mon VE sera inférieur à VT+, je vais rester à plus Vsat. Donc, tant que VE est inférieur à VT+, ici c'est encore bon, ici c'est encore bon, ici c'est encore bon. Et quand mon VE va dépasser VT+, à ce moment-là, ma tension de sortie va basculer parce que je ne vais plus respecter cette condition. Donc, le sens de parcours aller sera comme ceci. Et quand mon VE va dépasser mon VT+, mon sens de parcours va être le suivant. Et a fortiori, le sens de parcours au retour va passer par l'autre parcours. Voilà. Alors, j'aurais pu trouver la même conclusion en prenant un point de fonctionnement à partir de VE qui va aller par cette valeur-là, qui est amené sur un point de départ qui aurait été ici. À ce moment-là, je diminue VE et j'aurais vu que j'aurais été dans ce cas ici, VS égale moins Vsat. Et donc, tant que VE est supérieur à VT-, je reste à moins Vsat. Donc, tant que VE
est supérieur à VT-, je reste à moins VSAT, et ensuite, je bascule pour passer à plus VSAT. Et si je fais le trajet dans l'autre tour, je bascule sur l'autre itinéraire. Monsieur, Oui. pourquoi alors on met un condensateur? Alors, le condensateur, c'est pas un condensateur, tu parles de ça ici, là? Ah oui, non, pardon, ouais, c'est un générateur de tension. Ouais, Ok, c'est une ok. tension de référence. Hein, c'est une tension de référence qui intervient dans les calculs qui sont pour déterminer VT+, et VT-. C'est ici, en fait. Le VRF apparaît ici, dans les calculs à chaque fois. Il y a une question dans le chat. D'accord. Mais arrêtez-moi, parce que moi, franchement, le chat, je le vois une fois sur 10. Hein. Enfin, posez-moi la question avec le micro. Alors, attends, du coup, vous me dites qu'il y a une question. La question, c'est Ok. pourquoi parle-t-on d'immunité au bruit? Ouais, alors pourquoi parle-t-on d'immunité au bruit? Alors, c'est une définition, et vous allez comprendre le sens de cette définition. Ce qu'on appelle l'immunité au bruit, c'est tout simplement le. Juste que je retrouve le diapo. L'immunité au bruit, c'est tout simplement la différence entre VT+ et VT-, c'est-à-dire que c'est la largeur ici du cycle qu'on appelle delta-H. On reviendra dessus, hein, de toute façon. Alors, si maintenant je VT+, et VT-, c'est des données constructeurs ou bien, Non, données de base ou bien il faut les calculer? alors les données VT+, VT-, en général, on les calcule pour justement fixer des tensions de basculement propres à l'application. Si on veut par exemple que la tension varie entre plus de volts et 1 volt, on va fixer, les valeurs de résistance R1 ici. Je sais pas. Entre R1, on va fixer les valeurs de R1 et de R2 ici. Hein. Ils vont déterminer d'une part la largeur du cycle et qui vont pouvoir déterminer aussi également, puisque le VT+, on l'avait ici, vous voyez, ici VT+, dépend de R2, R1, URF, et SAT. Donc il faut dimensionner les résistances R1, R2 et la tension URF pour pouvoir avoir les tensions de basculement choisies. Merci. Alors maintenant, allure temporelle. Si on a une allure de VE qui varie en triangle, eh bien on va voir ici qu'on va retrouver cette caractéristique où on avait le cycle et un sens de parcours, puisque ici je pars de VE qui est fortement négatif. Si VE est fortement négatif, j'ai donc forcément plus VSAT pour la sortie. C'est ce qu'on retrouve ici. VE fortement négatif, j'ai plus VSAT. Et lorsque mon VE va augmenter, eh bien, VE augmente. C'est lorsque le VE va dépasser VT+, que la sortie va basculer. Donc, on va attendre le passage par VT+, pour que la sortie bascule à moins VSAT. Ensuite, VE augmente, passe par un maximum. Donc, je suis par exemple ici, VE passe par un maximum. Et ensuite, VE va rediminuer. Et c'est lorsque VE va descendre en dessous de VT- que la sortie va rebasculer dans l'autre sens. Donc, lorsque VE diminue, on va attendre que VE soit en dessous de VT- pour que la sortie rebascule dans l'autre sens. Donc, le sens de parcours est très important parce que c'est lui qui va déterminer quelle tension de basculement va intervenir. Alors, je vais vous montrer justement la différence et l'intérêt d'un comparateur de seuil par rapport à un comparateur à un seuil. Et vous allez comprendre aussi cette histoire d'immunité au bruit. Donc, si je prends le montage que j'ai ici, je considère ce montage-là comme étant un montage A. Alors, ce n'est pas le même montage qu'auparavant, hein, puisqu'avant le UREF, on l'avait à la place de VE, donc là j'ai inversé en fait, le VE prend la place de l'UREF et inversement. Et donc, si vous faites la même étude, vous allez trouver un VT+, qui vaut
cette expression ici. Et vous allez trouver un V témoin qui vaut cette expression ici. Donc là, vous faites juste un copier-coller de la méthode d'étude qui avait été faite auparavant. Et on va tracer la caractéristique de transfert. Donc on a VT plus qui est positif, VT moins qui est également positif. Donc ici, on va trouver une caractéristique de transfert qui va être inversée par rapport à la précédente. D'où le nom, hein. Là on appelle ça un comparateur de seuil non inverseur, puisque lorsque V augmente, le VS, lui, a une progression vers le haut, donc on n'inverse pas la progression. Une fois qu'on a cette caractéristique, on peut calculer l'hystérésis, c'est-à-dire la largeur du cycle, VT plus moins VT moins, et on va tomber sur cette expression. Alors, maintenant, on va tracer, on va regarder l'étude théorique pour le montage numéro 2, montage B. Là, on est en présence d'un comparateur un seuil, où on a le VE qui rentre sur l'entrée plus et le URF qui rentre sur l'entrée moins. Donc, je calcule mon epsilon. Epsilon, c'est V plus moins V moins, c'est-à-dire VE moins URF. Si epsilon positif, ça veut dire que VS vaut plus VSAT. Donc, ça veut dire que ici, si epsilon est positif, ça veut dire que VE est supérieur à URF, ce que j'ai ici. Et donc, j'ai bien VS qui vaut plus VSAT. Si maintenant j'ai epsilon qui est négatif, ça veut dire que VE est inférieur à URF. Et à ce moment-là, j'ai mon VS qui vaut moins VSAT. Du coup, la caractéristique est la suivante. Si VE est supérieur à URF, j'ai plus VSAT. Si VE est inférieur à URF, j'ai moins VSAT. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va considérer un signal bruité. Un signal bruité, c'est le signal bruité, c'est celui-ci. Je peux considérer quelque part que ce signal, c'est un peu comme si j'avais une sinus. Vous voyez ici, on a une sinus qui se devine, sur laquelle j'ai rajouté une autre sinus d'amplitude beaucoup plus faible à très haute fréquence. Ça donne ce signal qu'on a ici, et on peut considérer que ce signal-là, c'est un signal bruité. Alors ce signal bruité, j'ai envie de créer un signal carré, et que ce signal carré ait la même période que le signal non bruité, c'est-à-dire que la sinus qui est ici sont ces petites oscillations. Alors pour ça, je vais prendre le comparateur un seuil. Le comparateur à un seuil, vous voyez ici la tension de référence. Si on la calcule, ça fait 5 volts. Donc, si VE de T est supérieur à 5 volts, on a donc VS qui vaut plus VSAT. Donc ici, tout se passe bien, mais vous voyez que le point ici, ce point-là, le VE va redescendre en dessous de 0. Enfin, le VE va redescendre en dessous de URF, ce qui fait que la tension de sortie va basculer, et encore ici, donc on va avoir des commutations parasites. Chose qu'on obtient ici. Et le basculement va de nouveau avoir lieu ici lorsque le VE franchit cette barrière à chaque fois de URF. Donc au final, on a le même cas qu'on avait eu un des exemples précédents. Donc on a des commutations parasites. Ce qui fait que si je regarde la période ici de ce signal-là, si je prends le temps mesuré entre deux basculements, je ne vais pas du tout tomber sur la période de la sinus non bruitée que l'on a ici. Maintenant, si je prends le montage numéro 2, le montage B, avec deux seuils de comparaison. Si je calcule mes deux seuils de comparaison, j'ai donc un VT- qui vaut 3 volts et un VT+ qui vaut 9 volts. Et donc là, le sens de progression est important. C'est ce qu'on avait vu. Donc, quand le VE part d'une valeur qui est inférieure aux deux seuils, il va augmenter.
On avait vu d'après la caractéristique qu'il fallait attendre que le VE franchisse la tension de basculement la plus élevée pour que la sortie bascule. Donc ici, tant que le VE n'a pas atteint 9 volts, la tension VS reste à moins Vsat. Lorsque VE va franchir 9 volts, eh bien on va basculer à plus Vsat. Mais l'avantage, c'est que pour ici, lorsque le VE redescend en dessous de VT+, le VE va diminuer. Mais lors de la diminution de VE, il va falloir attendre le franchissement, non pas de VT+, mais de VT-. Ce qui fait qu'on n'a pas de commutation parasite ici. Et on n'aura pas de basculement de la sortie tant que le VE n'aura pas franchi le VT- qui est ici. Ici ou là. Alors on peut y avoir, mais voilà. Donc moi je l'avais considéré ici, parce qu'il faut le franchir. Et une fois que le deuxième basculement a eu lieu, il va falloir attendre que le VE franchisse VT+ dans le sens croissant. Donc on ne va pas franchir, on ne va pas avoir de basculement ici, parce qu'il faut attendre que le VE franchisse VT+ de nouveau pour que la sortie rebascule, et ainsi de suite. Du coup, quand on a eu un premier basculement, il faut attendre le franchissement de l'autre tension de basculement pour que la sortie commute. Alors, il y a une question qui est oui, on n'a pas de parasitage, mais on a un décalage temporel du coup par rapport à VE. Alors, le fait d'avoir un décalage temporel, c'est pas grave, parce que ce qu'on veut ici, c'est mesurer une période, par exemple. Donc, ce n'est pas un problème de déphasage ou de décalage ici. Alors, si maintenant le décalage temporel est important, on va prendre une autre application, une autre solution. Et là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est reproduire un signal carré de même période que le signal non bruité. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu cette définition d'immunité au bruit. Donc, ce qu'on constate déjà, c'est qu'il n'y a plus de commutation parasite. Ensuite, si je calcule l'immunité au bruit, par définition, c'est la différence entre VT+ et VT-, c'est-à-dire 9 moins 3, ça fait 6 volts. Ça, c'est dans le cas où on a un comparateur de seuil. Et dans le montage numéro B, on n'a pas d'immunité au bruit puisque c'est la même tension de basculement. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça immunité au bruit? Parce que maintenant, ça veut dire que le signal d'entrée qui est bruité, tant qu'il ne présentera pas de petites oscillations dont l'amplitude est supérieure à 6 volts, on n'aura pas de commutation parasite. Si maintenant le VE présente des oscillations dont l'amplitude crête-à-crête des petites oscillations dépasse 6 volts, et vous allez avoir une montée de l'oscillation qui va franchir un seuil, et la descente de l'oscillation qui va également franchir le deuxième seuil. Donc on n'aura plus un fonctionnement, on aura à réapparition de commutation parasite. Et donc ce terme-là signifie simplement que le bruit qui accompagne le signal qu'on veut traiter ne doit pas dépasser cette largeur delta H sous peine de faire apparaître des commutations parasites. C'est pour ça qu'on appelle ça une immunité au bruit. Tant que cette oscillation est inférieure à ce delta H, le bruit peut être présent et ne pas provoquer de commutation parasite de la sortie. Voilà, ce genre de montage, et comparateur de seuil, est très utilisé lorsqu'on a affaire à des signaux bruités. Si maintenant les signaux sont propres, on peut tout à fait utiliser un comparateur, un seuil. Ça dépend de l'application visée. Alors, maintenant, on va passer au montage linéaire, c'est-à-dire les amplificateurs linéaires. Donc là, on est dans un cas différent des comparateurs, puisqu'on a une réaction négative. Cette réaction négative signifie tout simplement qu'on a un retour de la sortie sur une entrée moins. Et la propriété, c'est que quand on a une réaction négative, l'amplificateur fonctionne forcément en régime linéaire. Alors, la particularité du régime linéaire, c'est que
on a cette fameuse tension epsilon qui vaut 0. Et donc la méthode d'étude, c'est la même à chaque fois. On calcule le V+, on calcule le V-, on calcule le epsilon qui est la différence des deux. Et comme on est en montage linéaire, epsilon tend vers 0, ce qui fait que V+ égale V-. On identifie les deux expressions de V+ et de V-, et ça nous fait apparaître l'expression de la sortie en fonction de l'entrée. Alors, si je prends le premier montage, l'amplificateur inverseur, alors V+, c'est directement relié à la masse, donc c'est 0 volts. Comme on a forcément V+ qui vaut V-, on a donc V+ égale V- égale à 0 volts. Ça veut dire que la propriété de ce montage est de faire apparaître un potentiel nul sur l'entrée moins. Alors que physiquement, l'entrée moins n'est pas reliée à la masse. Il n'y a pas un fil ici qui est tiré de l'entrée moins vers la masse. C'est simplement le fait que la tension epsilon ici vaut 0. C'est pour ça qu'on appelle ça une masse virtuelle. Ce n'est pas une masse qui est physique au sens propre du terme. Alors, si je veux calculer le V, alors le V+, c'est 0 volts. Maintenant, je vais calculer le V-. Pour calculer le V-, j'utilise Millman. C'est VE divisé par R1 plus Vs, qui est appliqué ici, en bas de la résistance R2, divisé par R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. On dit que V plus égale V- égale à 0. Du coup, ça veut dire que le numérateur est égal à 0. Si le numérateur est égal à 0, ça signifie que Vs égale à moins R2 sur R1 fois VE. D'où le nom montage amplificateur inverseur. Du coup, Vs sur VE, c'est moins R2 sur R1. Alors, on se rend compte ici que le gain en tension ne dépend pas des caractéristiques de l'AOP, c'est-à-dire de AD, ni de RE, ni de RS, mais que l'amplificateur ici ne dépend que des résistances extérieures à l'AOP. Et ça, c'est justement, c'est parce que justement le gain AD tend vers une valeur très grande. On le verra plus tard. Donc ici, AV ne dépend que de R1 et de R2, donc le choix de R1 et R2 dimensionne directement le gain en tension à partir du moment où on a un ampli ici qui possède un AD très élevé. Alors là, j'ai raisonné avec des résistances, mais je peux très bien raisonner avec des impédances. Là, je raisonne en complexe. Et donc, si maintenant je remplace R2 par Z2 et R1 par Z1, je vais avoir exactement le même résultat, à savoir Vs sur VE qui vaut moins Z2 sur Z1. Ensuite, si je veux calculer la résistance d'entrée de ce montage, je vais devoir donc calculer le montage commençant l'amplificateur. L'entrée de l'ampli, c'est ici. On a un courant I qui rentre dans l'amplificateur, dans l'entrée de l'amplificateur. Donc, si je veux la résistance d'entrée, c'est tout simplement la tension d'entrée divisée par le courant. Or, j'ai 0 volts ici, donc j'ai également 0 volts sur l'entrée moins. Et donc, c'est comme si ici, je tirais un fil, virtuellement, et que ce fil, je le mettais à la masse. Donc, VE, c'est R1 fois I. D'où la résistance d'entrée, c'est VE sur I, c'est donc R1. Donc la résistance R1 ici permet de dimensionner directement l'impédance d'entrée de l'amplificateur. Pour la résistance de sortie, alors je vous demande d'admettre que la résistance de sortie vaut 0, on verra une justification plus tard. Alors le deuxième montage, l'amplificateur non inverseur. Étude théorique, toujours la même chose, je calcule V+, je calcule V-, je fais V+ égale V- et j'ai mon expression. Alors, le V+, on voit directement que c'est VE. Le V-, c'est la tension entre l'entrée moins et la masse, donc je peux appliquer Millman. J'ai donc ici une source de tension nulle, parce que c'est un fil, divisé par R1, plus Vs divisé par R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. J'ai V- qui vaut V+, qui vaut VE. Du coup, j'égalise les deux expressions. Et si j'extrais Vs en fonction de VE, je vais trouver que Vs sur VE, c'est 1 plus R2 sur R1. Donc, gain en tension positif, d'où le nom ampli non inverseur.
Particularité de ce montage, c'est que l'amplification en tension est forcément supérieure à 1. Elle ne peut pas être inférieure à 1. Maintenant, je peux généraliser ça à des impédances. Si j'ai Z2 à la place de R2 et Z1 à la place de R1, ben, je vais avoir de la même façon 1 plus Z2 sur Z1 pour le gain en tension. Pour l'impédance d'entrée, eh bien, je rentre directement ici sur l'entrée plus de l'AOP. Or, dans un AOP, on a les courants I+, et I- qui tendent vers 0. Donc, ça veut dire que implicitement, la résistance que je vois sur l'entrée plus, entre l'entrée plus et la masse, il y a quelque chose de quasi infini, puisque le courant I+, par nature, dans un AOP, tend vers des microampères ou des picoampères. Donc, ça signifie que la résistance d'entrée du montage, c'est la résistance d'entrée de l'AOP, c'est-à-dire quelque chose qui tend vers l'infini. En tout cas, quelque chose de très grand. Pour la résistance de sortie, là, c'est la même chose. Je vous demande d'admettre dans un premier temps que la résistance de sortie vaut 0. On verra que le gain en tension AD étant très grand, en fait, c'est la résistance de sortie de l'AOP divisée par le gain en tension. Ça sera démontré plus loin dans le cours. Ensuite, on arrive sur le montage, c'est le montage classique, je vous présente dans un premier temps. Donc ça, c'est le montage suiveur. Étude théorique, alors l'entrée V+, c'est VE, et puis l'entrée V-, c'est la tension de sortie VS, puisque la sortie est reliée directement sur l'entrée-. Donc on a V+ égale V-, ce qui signifie que VS sur VE est égal à 1. Pour l'impédance d'entrée, c'est le même raisonnement que le montage précédent. Je rentre directement l'entrée sur l'entrée plus de l'AOP. Le courant I+ étant égal à 0, on a donc une résistance d'entrée qui tend vers l'infini. L'impédance de sortie, toujours la même chose. Je vous demande de considérer d'admettre dans un premier temps que la résistance de sortie vaut 0. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt? Parce que d'avoir un ampli comme ça qui amplifie d'un gain de 1, je ne vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, il n'est pas dans le gain en tension. L'intérêt, il est dans le fait que l'impédance d'entrée est quasiment infinie et que ça va permettre... oui, Guillaume? Monsieur, aussi, VS sur VE, c'est aussi ce qu'on appelle la fonction de transfert, tout simplement. Oui. Alors, quand on parle de fonction de transfert, c'est qu'on est plus en complexe. En complexe? Ouais, mais ouais, ok. Donc, la fonction de transfert, si tu veux, tu l'auras quand tu généralises à des impédances pour le gain en tension. Le gain en tension sera égal à une fonction de transfert. En fait, on peut même généraliser, c'est-à-dire que le terme fonction de transfert, ça signifie comment caractériser le lien qu'il y a entre une sortie et une entrée. C'est la fonction qui permet de passer de l'entrée vers la sortie. Donc, si on note AVH pour une fonction de transfert, du coup, c'est correct, en fait. Oui, c'est juste, à partir du moment où tu es cohérent dans ce que tu expliques, il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Ok, merci. Alors, considérons une cellule de filtrage de filtre passe-bas. Si vous calculez la fonction de transfert, justement, comme on vient de le voir, eh bien, c'est VS1 divisé par VE en complexe. Donc là, il manque juste les petites barres pour signifier qu'on est en complexe. On va trouver 1 sur 1 plus JRC oméga. Donc c'est un filtre passe-bas classique. Maintenant, je voudrais avoir un filtre passe-bas, non pas du premier ordre, mais du deuxième ordre. Avec ici, moi, ce qui me plairait bien, c'est d'avoir ici le gain en tension sur cette expression ici, mais mise au carré. Alors je me dis, comme j'ai la fonction transfert du premier ordre ici, si je cascade ici une deuxième cellule derrière la première cellule, si les composants sont identiques, je vais trouver la même fonction de transfert. Non. Non, pourquoi? Parce que tout simplement, le courant ici qui va rentrer dans la deuxième cellule ne sera pas nul. Et comme le courant n'est pas nul, je ne peux pas multiplier la fonction transfert de la première cellule par la fonction transfert de la deuxième cellule. Puisque finalement, la deuxième cellule va charger la première et on n'aura plus VS1. Clairement, ici, on le voit tout de suite, parce que VS1, c'est plus ZC divisé par ZC plus ZR fois VE. Parce qu'il faudrait prendre en compte tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et on ne tombe surtout pas sur le résultat de la cellule ici, mise au carré.
Donc, on voudrait trouver une solution pour se faciliter la vie et de façon à pouvoir multiplier ces deux fonctions de transfert. Eh bien, justement, l'ampli-suiveur va pouvoir répondre à ce problème. Ce qu'il faudrait, c'est que le courant ici qui sort de la première cellule soit nul, ou en tout cas tende vers 0, de façon à pouvoir multiplier les fonctions de transfert. Parce que si I ici tend vers 0, j'ai toujours mon pont diviseur de tension pour déterminer la fonction de transfert de ma cellule. Alors, si on prend cette solution ici, vous voyez que l'AOP suiveur va imposer ici un courant nul, ou en tout cas qui tend vers 0, très faible, picoampère ou nanoampère, et va assurer le fait que VS1 se retrouve ici, puisque vous avez V plus égale V moins. Donc ici, on a la sortie du premier filtre, avec la fonction de transfert passe-bas. On récupère ici la sortie VS1, et on a de nouveau une cellule filtre passe-bas, ce qui fait que d'avoir juste rajouté un ampli-suiveur ici, on va pouvoir multiplier les deux fonctions de transfert. Donc les AOP sont souvent utilisés, les ampli-suiveurs, pour pouvoir multiplier des fonctions de transfert. On appelle ça aussi faire une adaptation d'impédance, de façon à éviter que le second montage ne vienne charger le premier montage, donc demande un courant, pour éviter que la deuxième cellule ici demande un courant non nul au premier montage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre montage? Bon, on a celui-ci. Alors, celui-ci, pour voir la fonction de transfert, pareil, bon, on va trouver plus et V-. Alors, V+, c'est la masse, 0 volts. Et V+ égale V-, ce qui veut dire que ici, j'ai 0 volts également sur l'entrée moins. Donc ici, c'est comme si j'avais ici, c'est comme si je tirais ici une masse virtuelle, on va dire. De ce fait, si vous faites une loi d'émail ici, vous avez ici VE1. Alors VE1, si je fais cette maille ici, donc là, juste une petite erreur, c'est VE1, ici c'est VE2, VE3, VE1 c'est R1I1, VE2 c'est R2I2, VE3 c'est R3I3. Et on va tout simplement dire que la loi des nœuds ici fait que la somme de I3 plus I2 plus I1 est égale au courant I ici qui traverse la résistance grand R. J'ai 0 volts ici, ce qui veut dire que si je prends une loi d'émail ici, tout simplement, j'ai VS plus RI plus, enfin moins V moins égale à 0. Comme V moins est égal à 0, on a donc VS qui vaut moins RI. I, c'est I1 plus I2 plus I3, et du coup, on tombe sur l'expression VS vaut moins VE1 fois R sur R1, plus VE2 fois R sur R2, plus VE3 fois R sur R3. On a donc ce qu'on appelle ici un montage additionneur, parce qu'on additionne les trois tensions d'entrée, mais inverseur également, puisque la sommation ici s'accompagne d'un signe moins devant. Oui, Guillaume? Mais ici, comment dire, il n'y a pas un courant de sortie de l'AOP? Alors, l'AOP fournit un courant, effectivement, puisque à l'intérieur de l'AOP... Mais du coup, et on a quand même VS égale RI, enfin moins RI. Oui, parce que, si tu veux, l'AOP... Oula, qu'est-ce que je fais? L'AOP ici... C'est la tablette qui bug. L'AOP ici... L'AOP, c'est une source de tension, si vous voulez. Donc, à l'intérieur ici de l'AOP, l'AOP génère une source de tension, VS, et donc peut fournir un courant ici. J'appelle moi IS AOP. Alors, ce courant, s'il n'y a rien en sortie, il va passer ici pour traverser la résistance grand R. Mais par convention, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un courant petit i ici dans ce sens-là. Ouais. On est d'accord.
en réalité, Ouais, l'AOP fournit un courant qui va sortir dans ce sens. Ouais. D'accord? Mais ce courant peut être, ISAOP peut être soit positif, soit négatif. Hein. Il varie en fait. Ouais, C'est ce qui crée d'ailleurs la source de tension VS à travers les résistances. Ouais, Ok. ça répond à ta question? Ouais, du coup, ouais, ok. Ok. Très bien. Alors, pour l'impédance d'entrée, l'impédance d'entrée dépend de l'entrée sélectionnée, puisque si, imaginons que je mette VE1 à la masse, VE2 à la masse et que je ne mette que VE3, eh bien, je vais avoir seulement une entrée considérée. Donc, l'impédance d'entrée dépend de l'entrée sélectionnée finalement. Alors, comme on a ici 0 volt ici, on retrouve 0 volt sur l'entrée moins. On va donc avoir, si l'entrée que je considère c'est la troisième, j'ai mon VE3 qui vaut R3 I3. Donc le courant I3 vaut VE3 sur R3 et l'impédance d'entrée, c'est la résistance en fait de l'entrée sélectionnée. C'est pour ça que j'ai marqué ici REI, ben c'est RI. Parce que si je considère l'entrée 1 seulement, ma résistance d'entrée, ce sera R1. Pour la résistance de sortie, l'impédance de sortie, c'est la même chose. Je vous demande d'admettre dans un premier temps que la résistance de sortie vaut 0. Ensuite, le montage suivant. Alors, ce montage est souvent utilisé pour faire des différences de tension, d'où son nom amplificateur soustracteur. Pour l'étude théorique, il faut déterminer V+, V-. Alors, si je veux déterminer le V+, comme on est dans le cas où I+, ici vaut 0, eh bien, j'ai un pont diviseur de tension ici. Et je peux dire que mon V+, c'est R2 divisé par R1 plus R2 fois V1. Pour l'entrée pour l'entrée inverseuse, eh bien, mon V-, je peux appliquer Midman, à savoir VE2 divisé par R1 plus VS divisé par R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Je réarrange le dénominateur commun et on tombe sur VE2 fois R2 plus VS R1 sur R1 plus R2. Ensuite, je fais V plus égale V moins et on va trouver l'expression que VS, c'est R2 sur R1 fois VE1 moins VE2. En fait, la tension de sortie, c'est quelque part la tension qu'on injecte sur l'entrée plus, moins la tension qu'on injecte sur l'entrée moins, multiplié par un facteur d'amplification qui vaut R2 sur R1. Alors, il faut que les deux entrées ici aient des résistances R1 et que les deux résistances ici aient une valeur R2 pour tomber sur ce ratio ici R2 sur R1. Maintenant, si vous avez les quatre résistances identiques, vous faites tout simplement une différence et vous n'amplifiez pas la différence. Pour la résistance d'entrée, eh bien, si on peut définir une résistance d'entrée différentielle, c'est-à-dire si j'alimente en même temps VE1 et VE2, eh bien, on va avoir VE1 moins VE2 divisé par la différence des deux courants, ce qui nous donne une résistance d'entrée différentielle qui vaut R1. Pour l'impédance de sortie, pareil, je vous demande d'admettre que RS tend vers 0. Alors, ce montage possède des défauts, ce qui fait qu'on l'utilise dans certains cas, mais pas dans d'autres. Quels sont les défauts? Eh bien, c'est que le gain est imparfait. Alors, ce qui se passe en théorie, on a VS qui vaut R2 sur R1 fois la différence des deux tensions. Et ça, je peux le définir comme un gain AV fois la différence des deux tensions. En réalité, ce qui se passe, c'est que les résistances sont, quand vous faites un montage comme ça en discret, c'est-à-dire avec un AOP et 4 résistances discrètes, que vous cherchez dans les tiroirs de composants, eh bien, vous n'aurez jamais ici les deux mêmes résistances R1 et ici, vous n'aurez jamais les deux mêmes résistances R2. Et cet non-appariement de résistance, de valeur, fait que
eh bien, vous n'aurez pas uniquement cette expression qui va apparaître, mais vous aurez cette expression ici qui va apparaître, c'est-à-dire vous aurez un gain, une amplification qui amplifie la différence des deux tensions, ce qui est exactement ce que je vous ai présenté juste au-dessus. Donc AVD, ben, c'est R2 sur R1 fois la différence des deux. Mais vous avez également, du fait du non-appariement des résistances, un deuxième terme qui apparaît et qui, lui, va amplifier la somme des deux tensions divisée par deux, ce qu'on appelle la valeur moyenne, ou ce qu'on appelle aussi la tension de mode commun. Et donc, en fait, dans ce montage, à partir du moment où les résistances ne sont pas bien appariées, vous avez deux amplifications qui apparaissent, ce qu'on appelle une amplification différentielle, que l'on nomme AVD, qui est celle qu'on souhaite avoir, et une amplification de mode commun, qu'on appelle AMC, qui, elle, est non désirée. Donc, ce gain AVD, hein, c'est le gain différencié, et AMC, c'est le gain de mode commun. Alors, pour ces raisons, eh bien, ce montage est peu utilisé en pratique. Ça dépend des performances souhaitées. En tout cas, si vous voulez faire un montage de ce type-là et l'utiliser, il faut vraiment prendre des résistances avec des tolérances très faibles, de façon à maximiser, à minimiser, je veux dire, le gain de mode commun pour que le AMC soit le plus petit possible. Alors, pour quantifier les performances justement d'un amplificateur différentiel, on calcule ce qu'on appelle le TRMC. TRMC signifiant taux de réjection du mode commun. Alors, ce calcul permet de voir l'importance qu'a le gain de mode commun par rapport au gain différentiel. Et donc, c'est tout simplement, on fait la division de AMC divisé par AVD. Et comme on veut calculer ça en décibels, parce qu'on trace un diagramme de Bode pour cette quantification en fonction de la fréquence, eh bien on fait 20 log de AMC divisé par AVD. Alors, pour avoir un bon amplificateur soustracteur, eh bien, il faut que AMC soit le plus petit possible. Donc, il faut que le rapport AMC sur AVD tende vers 0+. Donc, le gain de mode commun en décibels doit tendre vers moins l'infini, en tout cas doit être le plus négatif possible pour avoir un bon amplificateur différentiel. Alors, le montage utilisé en pratique, justement qui ne présente pas ses défauts, eh bien, ce montage, c'est le suivant. Voilà, donc ça, c'est le montage final. Ce montage final est constitué de 2 étages. Alors, ce montage, c'est un circuit intégré, justement, dans lequel vous avez 3 amplificateurs. On va d'abord étudier le premier étage. Donc, pour le premier étage, vous avez donc 2 amplificateurs opérationnels, que j'appelle ici le numéro 1 et le numéro 2. VCA, c'est la tension d'entrée, une des 2 tensions d'entrée, puisque ce montage, c'est un amplificateur différentiel, c'est-à-dire qu'il va faire la différence de 2 tensions d'entrée. VCA, c'est la première tension d'entrée, et VDA est la deuxième tension d'entrée. Alors, comment fonctionne ce premier étage? Et déjà, pour l'ampli numéro 1, je vais calculer le V+, et le V-. Donc V+, c'est la tension de VCA. Et le V-, comme l'AOP numéro 1 est en réaction négative, on a un retour de la sortie sur l'entrée moins, donc forcément, cet AOP-là est en linéaire. S'il est en linéaire, on va forcément avoir V+ qui vaut V-. Donc, V+ vaut VCA est égal aussi à V-. Pour l'ampli numéro 2, c'est la même chose. La sortie est contre-réactionnée sur l'entrée moins. Donc, il fonctionne en linéaire. Ce qui veut dire que V+ de la OP2, c'est VDA, mais c'est également V-. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer une loi des mailles. Je vais parcourir cette maille ici. Et donc, je vais avoir VCA. Ici, je vais avoir une tension epsilon qui vaut 0. Ensuite, je vais avoir le courant I qui va passer comme ceci dans la résistance RG, puisque I+ vaut I- vaut 0.
Donc ici, je vais avoir VCA moins RG fois I moins VDA égale à 0. Ce qui revient à dire que VCA moins VDA est égal à RG fois I. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la tension de sortie VEF ici. Je vais utiliser une loi des mailles. Je vais parcourir cette maille-là. Donc, je vais avoir VE moins VF. Si je flèche la tension, donc cette tension ici, hein. Alors, cette tension ici, c'est VE moins VF, c'est-à-dire VEF. Donc, VEF moins R1 fois I, moins RG fois I, moins R1 fois I est égal à 0. Ce qui revient à dire que VE moins VF, c'est RG plus 2R1 multiplié par I. Ensuite, je réutilise cette expression et je vais trouver que VE moins VF, c'est la différence des deux tensions d'entrée multipliée par une expression qui dépend de R1 et de RG. Donc ça, on voit qu'on amplifie une différence de tension, donc je peux définir ce terme-là comme étant une amplification différentielle. Ensuite, on va regarder le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est celui-ci. Alors, le rôle du premier étage, finalement, on l'a vu, hein, c'est d'amplifier la différence entre ces deux tensions d'entrée, mais l'inconvénient, donc ça c'est un avantage, mais l'inconvénient, c'est que vous voyez ici la tension de sortie, c'est une tension VE moins VF. Cette tension de sortie ici, elle n'est pas référencée à la masse. C'est une tension différentielle entre deux points. Chacun de ces deux points n'est pas à la masse. Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est avoir une tension de sortie qui, elle, soit référencée à la masse. Donc, c'est le rôle du deuxième montage ici, du deuxième étage, qui va avoir pour effet de transformer cette tension VEF, qui n'est pas référencée à la masse, en une tension de sortie qui, elle, sera référencée à la masse. Alors, je considère le troisième AOP. Et si je fais V plus égale à V moins, puisque cet AOP numéro 3 est également muni d'une contre-réaction, donc il fonctionne en linéaire, si je fais V plus égale à V moins, je vais trouver que VS moins la tension de référence qui est ici est égal à VF moins VE. Or, le VF moins VE, j'avais juste l'opposé au-dessus. Donc, je peux avoir le VS du montage complet, qui vaut, en remplaçant tout simplement dans les deux expressions que j'ai au-dessus, eh bien j'ai la différence des deux tensions d'entrée, fois justement ce gain différentiel, 2R1 plus RG divisé par RG, plus cette tension de référence. Alors, cette tension de référence ici, on s'en sert pour décaler la tension de sortie d'une composante continue souhaitée qu'on fixe avec ce fameux VRF. C'est-à-dire que, alors, ça c'est un circuit intégré ici. Hein. Tout ça c'est un circuit intégré. Donc le VRF, si je le mets à la masse, je fais simplement une amplification différentielle auquel je ne rajoute aucune composante continue. Particularité, c'est que je vous ai dit que ça c'est un circuit intégré. On voit ici un aperçu ici en haut à droite hein, du slide. Et donc dans ce circuit intégré, vous avez les trois AOP A1, A2, A3. Vous avez toutes les résistances R1. La seule résistance qui n'est pas présente, c'est la résistance RG, qui, elle, est extérieure, c'est-à-dire qu'on y aura accès par ces deux points-là. Cette résistance RG, eh bien, on va aller ici mettre une résistance entre ces deux bornes 1 et 8 pour fixer le gain, sachant que le R1 est interne au circuit intégré, donc est fixé par construction. Donc le terme 2R1 ici, il est imposé par le circuit intégré, une valeur que donne le constructeur. Et en choisissant une résistance RG, vous fixez votre gain. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire un montage sous forme de circuit intégré? Eh bien, c'est que justement, ces fameuses résistances qui tout à l'heure, je vous avais dit que c'était très difficile de les apparier. Donc vous avez du R1, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 résistances
doivent être égales à la même valeur R1, eh bien, on arrive à bien maîtriser la précision de ces résistances lorsqu'on réalise des circuits intégrés, que ces résistances sont réalisées par des procédés de lithogravure, où là, on arrive précisément à bien maîtriser ces tolérances et les rendre très faibles. Du coup, on a des amplificateurs différentiels avec des taux de réjection de mode commun qui sont excellents. Monsieur, Oui. vous pouvez détailler juste comment vous faites pour le deuxième étage, le V plus égale V moins? Alors, pour le deuxième étage, alors, ce qu'on va faire, donc, on va calculer V-. Donc, pour le V-, je suis pas en... Si, je suis en dessin, vraiment. Voilà. Si je calcule mon V-, je vais dire que c'est, donc vous êtes d'accord que le V-, il est ici. Donc, je peux considérer ici que j'ai VE divisé par R1 plus VS divisé par R1, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R1. Ça veut dire que vous allez avoir VE plus VS divisé par 2. Ensuite, pour le V+, il est ici, ce sera VF divisé par R1 plus VRF divisé par R1, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R1. C'est-à-dire V+, qui vaudra VF plus VRF divisé par 2. On vous dit que V+ est égal à V-, et logiquement, ça vous fait VS vaut VF moins VE plus VRF. Donc, on tombe effectivement sur l'expression qui est ici. Monsieur, pourquoi est-ce que V+ est égal à V-? Alors, V+ est égal à V-, puisque votre AOP numéro 3 est muni d'une contre-réaction, c'est-à-dire qu'on a un retour de la sortie sur l'entrée moins. Donc, forcément, l'AOP numéro 3 est en mode linéaire, ce qui impose que V+ est égal à V-. Merci. Monsieur? Oui. Le TRMC, il apparaît pour tout montage linéaire ou ça apparaît aussi pour les montages non linéaires? Alors, le TRMC, on l'utilise pour les montages linéaires, effectivement. Parce que si les montages ne sont pas linéaires, la sortie bascule entre soit plus VSAT, soit moins VSAT. D'accord. Du coup, on n'amplifie plus parce que la sortie, elle est tout le temps butée, soit plus VSAT, soit moins VSAT. Alors, on va continuer sur les montages. Alors, normalement, ces montages, vous les avez déjà vus, mais on les passe en revue. Donc, le montage amplificateur-intégrateur, on est dans le cas où on a un condensateur qui est entre la sortie et l'entrée moins. Alors, l'étude théorique, là, je vais garder les expressions temporelles. Donc, j'ai V+ qui est connecté à la masse, donc V+ égale à 0. Donc, V- égale V+ est égal à 0 volts. Et du coup, on se retrouve avec une loi des mailles ici qui nous permet d'avoir que la tension d'entrée vaut RI. Puisque ici, c'est comme si j'avais une masse virtuelle. Donc V égale RI. Ensuite, dans un condensateur, l'expression c'est I égale à... Alors, si je prends la tension que je flèche ici, V, bien I, c'est C fois d de V sur dt. Or, si je fais ma maille ici, j'ai Vs plus V moins V- égale à 0. Comme V- est égal à 0, on se retrouve avec Vs qui vaut moins V. Donc, I qui vaut C fois d de V sur dt, c'est C fois moins d de Vs sur dt. D'où l'expression qu'on a ici. Ensuite, j'associe le I de t à l'expression que j'ai mis ici, et on tombe sur l'expression. Alors moi, ce que je cherche, en fait, là j'ai une dérivée, mais ce que je cherche, moi, c'est la tension de sortie. Donc, pour avoir la tension de sortie, parce que c'est ce que je fais, j'intègre. J'aurais pu dire aussi que la tension V
si vous voulez. Alors, moi, j'ai utilisé la dérivée, mais j'aurais pu aussi utiliser le fait que V, c'est 1 sur C, pour l'intégrale de 0 à t de I de t dt, plus V de 0. Et comme I, bah, c'est VE sur R, j'aurais trouvé également V, c'est ça, ouais. Et ça, donc, V, bah, c'est moins VS. Donc, j'aurais trouvé également que VS, en utilisant le fait que I, c'est VE divisé par R, je serais tombé exactement sur la même expression ici. Donc, soit on considère la dérivée ou l'intégrale. Et on tombe toujours sur le même résultat. Donc, on est en présence d'un montage intégrateur puisque la sortie va se retrouver être l'intégrale de l'entrée, de la tension d'entrée. Alors, le défaut de ce montage, c'est que si dans la tension d'entrée, vous avez une composante continue, ben la sortie va se retrouver à être l'intégrale de la tension d'entrée, la partie variable de la tension d'entrée, mais que si vous avez une tension continue qui est présente dans VE, bien vous allez intégrer cette tension continue, ce qui fait que la sortie va très rapidement tendre vers plus ou moins VSAT. Donc en gros, hein, si vous avez une tension, je vais essayer de le faire ici, si vous avez une tension VE qui présente une composante continue autour de laquelle vous avez une fonction sinus, imaginons, ça c'est votre VE, il y a votre tension de sortie, vous allez retrouver, si vous intégrez la tension continue, ben vous allez faire moins 1 sur RC fois l'intégrale d'une constante, ça donne donc finalement une droite, une pente descendante, auquel vous allez rajouter autour de cette droite l'intégrale de la fonction sinus, c'est-à-dire en gros une fonction cosinus, quoi. Donc ça, c'est votre tension de sortie. Mais quand vous allez arriver ici à moins VSAT, vous allez continuer à rester à plafonner à moins VSAT. Et donc votre tension de sortie ici, elle va monter ici, elle va être écrêtée, et donc elle va buter en permanence sur le moins VSAT. Donc à tel montage en pratique, il faut s'assurer que la tension d'entrée soit complètement exempte de composantes continues, sinon en pratique le montage ne marche pas et tôt ou tard le montage sature. Monsieur? Oui. Et si en entrée, juste avant la résistance, on met un condensateur, on supprime pas on peut pas supprimer la. Si, alors si on fait ça, effectivement, ça marche. Si on fait ça, ça marche. Donc on met ici, entre la résistance et l'entrée, un condensateur. Hein. Mais du coup, on se retrouve avec un filtre, comme on le verra. Une autre solution consiste à mettre une résistance en parallèle avec le condensateur ici. Alors, c'est justement la solution que je voulais vous proposer par la suite. C'est-à-dire, alors avant de faire ça, oui, ce qu'on va faire, c'est que cet amplificateur intégrateur, je vais considérer le régime sinusoïdal. Donc là, je ne suis pas dans le régime temporel, on va dire, universel. Je me considère juste en régime sinusoïdal, donc je peux utiliser la notation complexe. Donc je raisonne en impédance. Et je peux dire ici que j'ai affaire à un montage inverseur, c'est-à-dire que ici, dans mon montage, j'ai tout simplement mon VS qui vaut moins ZC divisé par ZR fois VE. On est d'accord. Donc, finalement, j'ai un montage, j'ai un amplificateur inverseur en considérant que mon Z2, c'est ZC et mon Z1, c'est R. Si j'applique cette relation, donc j'ai moins Z2 sur Z1, eh bien, je vais trouver que la fonction de transfert, c'est moins 1 sur JRC oméga. Si je trace le diagramme de Bode de cette expression, en gain, on va donc avoir une droite qui passe par le point 1 sur RC, de pente, moins 20 dB par décade, puisque j'identifie la fonction de
J'identifie la fonction de transfert ici, à l'expression moins 1 sur J oméga sur oméga C. Ensuite, je peux tracer la phase. Si je trace la phase, je cherche à connaître l'argument ici donc, de mon nombre complexe. Alors, j'ai déjà moins 1 au numérateur, qui apporte ici une phase de moins 180 degrés en permanence, quel que soit. Donc ici, on est à une phase de moins 180 degrés, hein, juste pour le... Donc, moins 180 degrés. Ça, c'est le terme moins 1, qui apporte cette phase de moins 180 degrés. Ensuite, j'ai ici le 1 sur J oméga sur oméga C, c'est-à-dire ça me fait du moins 90 degrés en permanence. Donc, moins 180 degrés, moins 90 degrés, je suis donc en permanence à moins 270 degrés. Donc, les caractéristiques fréquentielles d'un montage intégrateur, c'est tout simplement le gain qui descend avec moins 20 dB par décade, une pulsation de cassure ici, qui est moins sur RC, et une phase qui est en permanence à moins 270 degrés. Donc ça, si on est en présence d'un diagramme de Bode de ce type-là, ça signifie qu'on a un montage intégrateur. Alors, si maintenant je considère l'intégrateur pratique, c'est-à-dire qu'on utilise en réel, eh bien, on place une résistance en parallèle avec le condensateur. Et donc, je peux toujours considérer que j'ai un ampli inverseur en régime sinusoïdal, mais cette fois-ci, le Z2, c'est le condensateur en parallèle avec la résistance R2. Mon Z1, c'est toujours R1. Donc, j'ai AV équivaut VS sur VE, c'est moins Z2 sur Z1. Je peux dire aussi, pour simplifier les calculs, que c'est moins 1 sur Z1 fois Y2, puisque Y2, c'est 1 sur Z2. De cette façon-là, les calculs sont plus faciles, puisque mon Y2, il est simple à calculer, puisque c'est une résistance en parallèle avec un condensateur. Donc Y2, qui est donc 1 sur Z2, c'est JC oméga plus 1 sur R2. Donc je peux avoir ma fonction de transfert ici, qui vaut moins 1 sur R1, facteur de JC oméga plus 1 sur R2. Si je réarrange pour avoir une expression en 1 plus J oméga sur oméga C au dénominateur, j'ai donc AV qui vaut ici un gain constant moins R2 sur R1 multiplié par l'expression de transfert d'un filtre passe-bas. Du coup, je peux tracer très simplement le diagramme de Bode, puisque ici, j'ai un filtre passe-bas avec un gain dans la bande passante qui vaut 20 log de R2 sur R1. Donc 20 log de R2 sur R1. Et lorsque j'arrive à l'expression de oméga C qui vaut 1 sur R2C, je descends avec une pente de moins 20 dB par décade. Pour la phase, alors, l'effet intégrateur, où est-ce que je le retrouve dans ce montage? Je le retrouve ici. Parce que dans cette partie du diagramme de Bode, j'ai bien une droite de pente moins 20 dB par décade qui passe par oméga C qui vaut, qui passe ici par oméga C qui vaut 1 sur R2. Donc j'ai une allure similaire à ce que j'avais eu auparavant ici. Donc mon amplificateur intégrateur, je le retrouve dans la bande de fréquence supérieure à oméga C. Mais pas avant, parce que si je suis inférieur à oméga C, je suis en présence juste d'un amplificateur qui amplifie d'un facteur moins R2 sur R1, mais qui ne se comporte pas comme un intégrateur. Donc ici, pour avoir l'effet intégrateur, il faut dépasser cette pulsation oméga C. Donc pour que cette pulsation oméga C soit la plus petite possible, pour qu'on ait très rapidement en basse fréquence un effet intégrateur, eh bien, il faut prendre un R2 qui soit le plus grand possible. Alors, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on prend un R2 qui vaut à peu près 1 mégome. Parce que si on prend plus que 1 mégome, les résistances, l'AOP ne fonctionnera plus correctement, puisqu'on montre que les résistances qui entourent les AOP génèrent du bruit et donc faussent le montage linéaire quand les résistances sont supérieures au mégome, ou à la dizaine de mégome. Après, on peut retrouver la même conclusion sur la phase.
Parce que si je trace la phase de cette fonction de transfert, j'ai donc déjà un premier terme ici qui vaut moins R2 sur R1. C'est un nombre négatif, donc forcément on aura une phase de moins 180 degrés en permanence. Et puis on aura ici, pour ce terme filtre passe bas, une phase qui commence à 0 degré et qui bascule à moins 90 degrés lorsqu'on franchit le oméga C qui vaut 1 sur R2C. Donc on se retrouve avec une phase qui démarre à moins 180 degrés et qui ensuite descend à moins 180 degrés, moins 90, c'est-à-dire moins 270 degrés. Et de la même façon, on retrouve le comportement intégrateur lorsque la phase est toujours en permanence à moins 270 degrés. Donc on retrouve la même conclusion qu'on avait eue sur le gain, ce qui est logique. Voilà. Ensuite, le montage dérivateur. Le montage dérivateur, eh bien, vous inversez. Là où était le condensateur, vous mettez la résistance et vice-versa. Donc là, on a le condensateur sur l'entrée. Étude théorique en temporel, ben, c'est toujours la même chose. V plus est égal à 0. Là où P est en linéaire, donc on a V plus égale V moins. On se retrouve avec sur la maille de sortie avec un VS qui vaut moins RI, puisque V plus égale V moins égale à 0. Pour le courant I de T, je prends la maille d'entrée. Le courant I de T, eh bien, c'est C fois D de V qu'on a ici sur dt. Or, comme on a 0 volt pour V-, eh bien, on a V qui vaut VE. Et donc, I est égal à C fois D de VE sur dt. On associe les deux expressions et on trouve que Vs de t est égal à moins RC fois D de VE sur dt, ce qui justifie le terme d'amplificateur dérivateur. On amplifie, avec le terme moins RC, la dérivée de la tension d'entrée. Voilà. Si maintenant on fonctionne en régime sinusoïdal, on va donc avoir un ampli toujours inverseur avec le Z2 qui vaut la résistance et le Z1 qui vaut ZC. On a donc AV qui vaut moins Z2 sur Z1, c'est-à-dire moins Z2 fois Y1. Y1 c'est JC oméga, et on trouve l'expression ici, moins JRC oméga. Si je trace le diagramme de Bode, on va avoir une droite en gain qui présente une pente de plus 20 dB par décade et qui passe par le point oméga C qui vaut 1 sur RC. Pour la phase, on est, alors le signe moins fait apparaître une phase de moins 180 degrés en permanence. Et le plus J fait apparaître une phase de plus 90 degrés en permanence. On a donc moins 180 degrés plus 90 degrés, ce qui donne moins 90 degrés en permanence. Donc ça, c'est un diagramme de Bode typique d'un amplificateur dérivateur. Alors, le défaut de ce montage, c'est qu'en pratique, il fonctionne très mal. Pourquoi ? Parce que si vous voulez dériver un signal d'entrée et que ce signal d'entrée présente plusieurs fréquences, eh bien si vous êtes à basse fréquence, donc si vous êtes en gros, si vous êtes à cette fréquence ici, vous avez un gain qui vaudra cette valeur-là. Donc votre signal de sortie va exister. La dérivée du signal, le signal de sortie qui correspond donc à la dérivée de l'entrée va donc exister. Maintenant, si je me place à cette fréquence, eh bien, vous allez toujours avoir un signal de sortie va exister, qui sera la dérivée du signal d'entrée. Maintenant, si vous placez à cette fréquence ici, eh bien vous allez avoir le signal de sortie qui va présenter un gain énorme multiplié par la dérivée du signal d'entrée. Et le problème, c'est que si vous avez un signal qui comporte un signal utile qui est à cette fréquence, eh bien, il va exister à la sortie avec une faible amplitude. Mais si ce signal d'entrée comporte également un bruit parasite qui, lui, se situe à haute fréquence, eh bien ce bruit parasite qui est à haute fréquence va se voir amplifier une amplification qui sera énorme. Et du coup, le bruit amplifié dérivé va donc
dépasser largement l'amplitude du signal d'entrée amplifié et dérivé. Et donc, le bruit va submerger le signal utile. Ce qui fait qu'en sortie, vous ne reconnaîtrez plus votre signal d'entrée dérivé puisqu'il sera noyé dans un bruit énorme. Et vous n'arriverez du coup plus à distinguer le signal utile du bruit. Alors, le bruit parasite, hein, c'est ce que vous avez sur n'importe quelle entrée de montage. Donc, vous aurez forcément du bruit capté par des effets d'antenne. Et très rapidement, vous allez avoir le signal qui sera complètement inexploitable. Alors, pour éviter ce problème, un peu comme le montage intégrateur, on rajoute une résistance sur l'entrée. Et le fait de rajouter cette résistance sur l'entrée, ça va faire apparaître un montage dérivateur qui va dériver dans une gamme de fréquences, mais cette fois-ci sans influence du bruit. Alors, de la même façon, pour avoir le calcul, on considère que Z2, c'est R2. On a un ampli inverseur toujours, et que le Z1, c'est la résistance R1 en série avec le condensateur. De cette façon, on trouve que la tension de sortie, c'est cette expression. Si je trace le diagramme de Bode au niveau du gain, on va tomber sur une droite de pente plus 20 dB par décade, et au-delà d'une certaine pulsation oméga C1, qui vaut 1 sur R1C, on va avoir un gain constant. Où va se trouver l'effet dérivateur? Eh bien, il va se trouver ici à basse fréquence. Puisqu'on avait vu auparavant que la caractéristique d'un montage dérivateur en gain, c'était une pente de plus de 20 dB par décade. Donc, l'ampli dérivateur, on le retrouve ici, mais on ne l'a plus à haute fréquence. Ce qui veut dire que le bruit qu'on avait auparavant ne sera pas amplifié par un gain qui auparavant aurait été un gain qui aurait été sur la continuité de cette droite, c'est-à-dire un gain énorme. Il sera amplifié d'un gain beaucoup plus faible. Du coup, le bruit ne sera pas amplifié par un gain énorme. Ce qui va résoudre ce problème, justement, l'amplification du bruit. Au niveau de la phase, c'est la même chose, puisque si on trace la phase de cette fonction de transfert, on va donc avoir moins 90 degrés en dessous d'oméga C1 et au-delà, moins 180 degrés. Et donc, il faut avoir une phase de moins 90 degrés pour avoir un effet dérivateur. Donc ici, c'est la même chose. Alors, pour avoir un effet dérivateur, bien, ce qu'on fait, c'est que on ne veut pas avoir un gain important à haute fréquence. Donc, l'oméga C1, on veut le rendre assez faible. Et donc, l'oméga C1 dépend de R1, donc on prend un R1 d'une faible valeur. Après, il faut que le signal qu'on veuille dériver soit toujours dans cette gamme de fréquences entre une fréquence quasi nulle et une pulsation oméga C1. Donc, si le signal est à, imaginons, à 1000 Hz, on veut dériver un signal qui est à 1000 Hz, bien, il faut s'arranger pour que l'oméga C1 soit au minimum une décade au-dessus de 1000 Hz. Donc, pour que le signal à dériver soit dans la plage de travail de l'amplificateur dérivateur. Ensuite, le montage convertisseur courant tension. Alors, ce montage, typiquement, c'est un montage qui permet de transformer, comme son nom l'indique, un courant en une tension. Alors, pourquoi un courant? C'est parce qu'on a des capteurs qui fournissent qui se comportent comme des sources de courant dont la valeur du courant est à l'image de la grandeur qu'il mesure. Exemple, une photodiode. Une photodiode va mesurer un flux lumineux, en lux ou en lumen, et va fournir un courant proportionnel justement à cette intensité lumineuse. Alors, l'étude théorique, comme on est plus à l'aise en manipulant les tensions, on veut convertir ce courant en une tension. Et donc, ce qu'on fait, on utilise ce fameux montage. Donc, ce montage, il a la particularité d'avoir juste une résistance en contre-réaction sur la OP. Donc, pour ce montage, on prend V+, qui est à la masse, V+ égale V-. Les courants I+ et I- sont nuls, ce qui fait que le courant IS ici de la source de courant va passer intégralement dans cette résistance grand R. Et si je fais une loi d'émail ici, je vais donc avoir V2
plus la tension ici qui vaut RIS, plus la tension ici qui vaut 0, égale à 0. Donc, on va avoir V2 égale à moins RIS. Donc, si on a une source de courant ici, IS, eh bien, en multipliant par R, on transforme ça en une source de tension. Donc, on peut convertir une information courant en une information de tension. Alors, est-ce que ce ne serait pas plus simple? Vous allez me dire, parce que là, on utilise un AOP, mais si je mets juste une résistance ici, que je boucle sur la source de courant, ben, je vais me retrouver avec exactement la même relation, à savoir V égale RI, mis à part le signe. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une tension image du courant. Donc, comment ça va marcher? En fait, non. Car si je prends un capteur réel qui va fournir un courant qui varie à l'image de l'intensité lumineuse, exemple une photodiode, eh bien, ce capteur se comporte comme une source de courant, oui, mais une source de courant réelle, à savoir avec une résistance ici, en parallèle avec cette fameuse source de courant idéale. Donc, un capteur a une imperfection qui se caractérise par la résistance RS qui est en parallèle avec IS. Et dans ce cas ici, eh bien, si vous faites le calcul, vous avez R2 qui vaut non pas RIS, mais R en parallèle avec RS, multiplié par IS. Donc l'imperfection de la source réelle va venir, le RS ici, va venir perturber le résultat. Parce qu'on ne se retrouve plus avec R fois IS uniquement. La solution, c'est d'utiliser justement un AOP qu'on boucle, où on boucle une résistance R2 entre la sortie et l'entrée moins. Pourquoi? Parce que dans ce cas ici, eh bien, vous avez I plus qui vaut I moins qui vaut 0. Donc, je peux très bien transformer ce modèle équivalent Norton en un modèle de Thevenin, avec une source de Thevenin qui vaut RS fois IS, une résistance de Thevenin qui vaut RS, le courant IS qui va sortir ici, eh bien, on va le retrouver intégralement dans la résistance R2. Du coup, on a la tension de sortie V2 qui vaut moins R2 fois IS, même si on est en présence d'une source de courant ici, qui est une source de courant réelle, munie donc d'une imperfection. Bon, prenons l'exemple ici. Je prends l'exemple d'une photodiode, justement, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors, une photodiode, c'est une diode particulière. Je ne vous l'avais pas présentée, mais on va la voir ici. Vous allez voir, c'est très simple. C'est une diode particulière qui est transparente et dont la jonction PN peut être soumise à un flux lumineux. Et donc, la particularité, c'est que la caractéristique de cette diode, elle varie en fonction de la lumière qu'elle est en train de recevoir. À savoir, si dans l'obscurité, si vous n'avez aucune intensité lumineuse qui arrive sur cette diode, vous êtes en présence de la première caractéristique ici, donc où on a une zone où la diode est bloquée, et puis une zone où la tension croît en partant d'une tension VF ici, qui vaut à peu près 0,7 volts. Si maintenant la photodiode n'est plus dans le noir, mais qu'on l'éclaire, avec une certaine intensité lumineuse E1, eh bien, la caractéristique va se déplacer. Elle va se déplacer, elle va passer par un autre point de fonctionnement. C'est comme si on décalait la caractéristique vers le bas. Et plus l'intensité lumineuse est importante, et plus vous décalez la courbe vers le bas. Ça, c'est la caractéristique de la photodiode lorsqu'elle est en présence de lumière. Maintenant, si cette photodiode, vous la placez, vous l'intercalez de cette façon-là entre les bornes moins et plus de l'AOP ici, et vous mettez cette fameuse résistance en contre-réaction, eh bien, le fait de mettre cette photodiode ici entre les bornes moins et plus, comme vous avez V+ qui vaut 0 et que l'AOP est en contre-réaction, vous avez donc V- égale V+, ce qui force la tension VAK à être égale à 0. Donc ce montage de l'AOP ici, tel qu'il est fait ici, va imposer une tension VAK égale à 0, quel que soit l'éclairement de la photodiode. Donc, quelle que soit la courbe que je vais décrire, je serai forcément sur VAK égale à 0. Et donc le courant que va fournir cette photodiode, en éclairement nul, il n'y a pas de courant.
en éclairement ici E1, on va avoir un courant I1. Si maintenant j'ai 2 fois l'éclairement E1, je vais avoir 2 fois le courant ici. 3 fois E1, 3 fois le courant, 4 fois E1, 4 fois le courant. Donc en fait, on est dans le cas où le capteur se comporte comme une source de courant dont la valeur de IS est proportionnelle à l'intensité lumineuse qu'elle reçoit. Donc IS, ben, c'est A, une constante, multipliée par l'intensité lumineuse, plus ici une petite ordonnée à l'origine, qui est très faible. C'est ce qu'on appelle le dark current, c'est le courant qui est délivré ici, c'est le courant que j'ai supposé comme étant nul, en réalité il n'est pas nul. Bon, ça vaut quelques nanoampères, c'est quelque chose qui tend vers 0. Ensuite, donc ici on a une caractéristique IS est égal à A fois phi plus B. Dans le montage complet qu'on a ici, V plus égale V moins, donc c'est ce que je vous avais dit. Hein. Donc la tension de sortie ici, VS, eh bien, je mets ici ma maille, j'ai donc US. Le courant ID va traverser intégralement la résistance R ici, puisque I plus égale I moins égale à 0. On va donc avoir US plus R fois ID, plus 0 volts, puisque V plus égale V moins égale à 0, est égal à 0. Donc on a US qui vaut moins RIS. Du coup, la tension de sortie, eh bien, varie à l'image de l'éclairement lumineux qui arrive sur la photodiode. Voilà, on va arrêter ici pour le cours. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve en présentiel, puisque l'école rouvre lundi. Alors, j'ai demandé donc pour le groupe qui doit préparer le TD, une question qui m'a été posée. Et donc, alors, parce que le TD, la séance 1 et 2 sont finalement appartiennent à au même poly. Donc, moi, je vous demande de préparer l'exercice 1, 2 et 3, plus la question A et si possible la B, si vous y arrivez, de l'exercice numéro 4. Alors, on procédera de la façon suivante. Hein, donc, il faudrait qu'il y ait une personne qui apporte un ordinateur portable pour qu'on puisse en même temps. On va travailler en fait sur Zoom, mais dans la salle en question. Moi, j'amènerai une tablette pour pouvoir écrire dessus, pour annoter. Et normalement, vous verrez, ça se passe bien. Voilà. Si vous avez des questions concernant le cours, vous pouvez me les poser. Sinon, moi, je vais arrêter l'enregistrement. Oui.